Bonjour Nathalie, Bonjour à tous. bonjour Abdoulaye, bonjour Vincent. Bonjour. On vous laisse la place. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup pour les explications et puis pour l'introduction. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, on va commencer la première session consacrée au SOC soutenable. Donc, dans cette session, nous avons deux orateurs, Vincent Courboulet et Caroline Watteau. Notre premier orateur est Vincent Courboulet. Donc, bonjour Vincent, j'ai vu que tu étais Bonjour. Caroline. Donc, je vais rapidement te présenter avant de te donner la parole. Donc, Vincent Courboulet est ingénieur et maître de conférences en informatique à La Rochelle Université, spécialiste du numérique responsable, tout d'abord en créant des formations et en orientant ses recherches sur cette thématique depuis plus de 10 ans. Donc, il crée en 2018 l'Institut du numérique responsable, dont il devient le directeur scientifique. Il est à l'origine de la charte du label et d'un enseignement en ligne accessible à tous qui prennent un rayonnement international dès 2020, on comprend bien pourquoi. Il travaille actuellement sur la notion d'intelligence artificielle responsable et il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Vers un numérique responsable, paru en 2021 chez Actes Sud. Donc Vincent Courboulet va réaliser une présentation sur le numérique responsable créateur de valeur durable. Et donc on va lui laisser la parole pour une demi-heure. Voilà, question comprise. Ouais, voilà. 20 minutes. Hop, je partage mon écran. Normalement, dites-moi si c'est bon. C'est parfait, on voit bien. Ok, super. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. C'est un vrai plaisir que de parler à des collègues de numérique responsable. L'idée de cette présentation est vraiment de poser un large, une vision vraiment la plus macro possible de ce qu'est le numérique responsable et de surtout pourquoi le numérique responsable. Donc, l'idée, c'est de faire un point sur deux mondes qui rentrent en collision, un monde bien matériel dans lequel nous évoluons, et puis l'émergence, alors l'émergence depuis 20 ans, hein, mais l'émergence du nouveau monde numérique, qui sont deux mondes honnêtement en pleine dissonance cognitive, et l'idée du numérique responsable, c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir les réconcilier. Donc, je ne vais pas m'attarder sur qui je suis, ça a été fait par Nathalie juste avant. Donc, j'ai 20 minutes pour brasser un petit peu un tableau général. Comme il est, selon moi, très difficile, j'aurais pu directement commencer en disant, ben voilà, le numérique, voilà tous les impacts et voilà ce que ça représente. Pour moi, c'est un petit peu comme faire une photographie d'un objet en plein milieu de la banquise. S'il n'y a pas d'échelle de comparaison, c'est toujours difficile de positionner la complexité ou la gravité, entre guillemets, du problème. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu volontairement, avant, en préambule, et peut-être même de façon en préambule de cette conférence, positionner quelques éléments beaucoup plus macro, mais qui vont permettre de positionner le problème. Alors déjà, je pense qu'on peut tous se féliciter mutuellement grâce à nous, grâce à notre organe qui se situe entre nos deux oreilles. On a pu modéliser complètement une magnifique nouvelle ère géologique, hein, pour de plus en plus de chercheurs. Aujourd'hui, on est rentré dans l'Anthropocène depuis à peine quelques dizaines d'années, ce qui en soi est, à part le jour où la météorite est tombée sur Terre et qui du jour au lendemain on a changé d'ère géologique, ça s'est fait en des périodes, en des glissements temporels, en des fenêtres temporelles beaucoup plus vastes que celles que nous, pauvres petits êtres humains, on a fait depuis quelques dizaines d'années. On a fait disparaître, on a fait ou on va faire disparaître à court ou moyen terme 75% des espèces animales. On va exploser les 2 degrés, déjà c'est déjà écrit. On a massivement modifié le comportement des sols, la vie des sols, la vie des océans. Bref, je ne vais pas vous refaire la catastrophe dans laquelle on est, vous le savez autant que moi. Et puis pour commencer la journée, des fois c'est peut-être un petit peu indigeste. Mais tout ça, c'est grâce à nous, donc félicitations, on peut s'en féliciter. Et puis, il n'y a pas de plan B, hein, il n'y a pas de planète B, donc malgré ce que Elon Musk dit, on va aller sur Mars et puis tout va être bien. Déjà, moi, j'ai pas envie spécialement d'y aller, et puis je pense pas que, à part Jeff Bezos qui va partir, qui va être le prochain touriste spatial, je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Donc, il faut faire avec ce qu'on a.
Au cas où vous ne l'auriez pas vu, 2020 a été une année quand même un tout petit peu spéciale, avec des pandémies, des Covid, des fins de cycle, des débuts d'autres, et puis on a vu apparaître la notion de limite planétaire. Cette notion de limite planétaire, elle est hyper intéressante parce que scientifiquement parlant, elle correspond à ce qu'un chercheur a déjà posé depuis déjà plus d'une dizaine d'années, à savoir Rockström, les planetary boundaries, qui disent, bon ben oui, on vit dans un écosystème fermé qui aujourd'hui a, on va dire, allez, 3 zones de fonctionnement classiques, une zone de fonctionnement sûre, incertaine et critique. Et on voit que quasiment tous les indicateurs sont en train de se déplacer vers la zone incertaine et pour certains ont largement dépassé cette zone. On dit toujours qu'on a quelques années encore pour, pour modifier le changement climatique. Moi, ça fait 20 ans que j'entends qu'il nous reste 5 ans. Donc, à un moment donné, il faudra me l'expliquer, celle-là, parce que je n'ai pas tout compris. Autre chose, depuis plus de 50 ans, on est aussi au courant que, enfin 50 ans d'ailleurs, on est aussi au courant que le monde entier court à sa perte avec le rapport Meadows et les limites à la croissance, hein, et surtout la modélisation du rapport Meadows qui nous place, nous humains des années 2020, dans une espèce de phase critique de transition entre le monde d'après et le monde d'avant et le fameux monde d'après. Donc tout ça, c'est su, c'est connu, c'est maîtrisé, et ça représente globalement un cliché soit statique avec le graphique de gauche, soit dynamique avec le graphique de droite. Et là, on pourrait se dire, la question qui honnêtement vient en tête, c'est ouais, d'accord, mais et moi là-dedans, effectivement, moi là-dedans, je suis quand même un petit peu responsable parce qu'on a beau être chercheur, parce que j'ai formé des gens du ministère de la Transition écologique. Il y a encore, voilà, on ne sait pas trop finalement d'où on part et où on doit aller. C'est comme si je vous demandais à tous de vous préparer à faire un voyage, mais que je ne vous dise pas la durée. Est-ce que je dois partir en claquette ou est-ce que je dois mettre des chaussures de rando? Est-ce que je dois prendre de quoi tenir 6 mois ou est-ce que je dois prendre de quoi tenir 1 heure? Si on ne sait pas la durée du voyage qu'on doit entamer pour aller vers une société résiliente, ça sert rigoureusement à rien. Et puis surtout, effectivement, la question c'est est-ce que de ces graphiques-là, moi j'en suis responsable? Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui, un Français, c'est 11 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an en moyenne, et qu'on doit aller à 2, ça donne une idée du chemin à parcourir. Donc, évidemment, je ne saurais trop vous conseiller que d'aller sur le site nosgestesclimat.fr pour définir vous-même votre propre trajectoire. Peut-être que vous partez de 4 tonnes, peut-être que vous êtes déjà en dessous de 2, mais peut-être que parce que vous avez tel ou tel projet de recherche depuis un certain temps et que vous avez des trajets en avion très réguliers, vous partez peut-être pas de 11, mais de 22. Voilà. Donc, tout ça, c'était un petit peu pour positionner finalement quelques mètres étalons qui vont nous permettre derrière de positionner les impacts du numérique, parce qu'effectivement, on ne pilote bien que ce qu'on mesure, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc au final, la fin d'un monde approche, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle n'a jamais été aussi propice au changement et à la prise en compte et à l'action, au passage à l'action. Donc en soi, comme tout bon Homo sapiens sapiens, mais qui est glandouille et qui attend, donc on est effectivement on est une espèce qui sait, a priori, mais moi, des fois, je préférerais être plutôt un homo faiseur qu'un homo sapiens, parce que le savoir, c'est bien, hein, effectivement, entre collègues chercheurs, c'est génial, mais l'action, des fois, ça permet quand même de faire avancer la donne. Alors, une fois qu'on a fait ce bilan assez rapide sur l'état du monde, ah oui, alors on ne voit pas l'orateur, c'est vrai, je peux mettre ma caméra. Vous avez vu, j'ai mis une chemise exprès pour vous. Je vous dis. Et dessous, j'ai un jean, je ne suis pas en pyjama. Donc, une fois qu'on a fait ce bilan avec les états du monde, quelques mètres étalons, on peut évidemment passer à OK. Et là-dedans, le numérique, c'est quoi? Le numérique, c'est un nouveau monde. Le numérique, c'est un nouveau monde qui est de plus en plus colonisé. On dépasse les 4,5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Il y a quelques années, on était sur un territoire qui était peuplé d'irréductibles early adopters, de quelques centaines, voire milliers de personnes qui étaient sur Internet. Et la plupart du temps, c'était des gens comme nous. Hein. C'était des Tim Berners-Lee, c'était vraiment des gens qui étaient portés par l'idéal numérique.
Donc, un petit peu comme l'Empire romain, il s'est peuplé petit à petit. Aujourd'hui, il est peuplé beaucoup. Et puis, évidemment, tous les chemins, s'il y a une époque, tous les chemins menaient à Rome, aujourd'hui, tous les chemins mènent au data center. Et pour ça, il faut des milliers et des milliers de kilomètres de fibres optiques, voire des milliers et des milliers de satellites pour transmettre tout ça. Donc, aujourd'hui, le monde se colonise. Et encore, si c'était que nous, ça irait. Mais nous, en fait, c'est... moi et mon profil Facebook, moi et mon profil Instagram, moi et mon profil Snapchat, moi et mon profil Amazon, moi et mon profil YouTube, etc. etc. Donc, on a plein d'avatars. Et puis, encore plus que ça, et ce n'est pas là non plus à vous que je vais l'apprendre, aujourd'hui, l'Internet des objets est en train littéralement d'exploser. On arrive à 70, 80, 100 milliards d'équipements connectés qui consomme une paille. Aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est l'équivalent d'une consommation d'énergie comme l'Allemagne. Donc, vous voyez, on crée comme ça ponctuellement des pays ad hoc qui sortent du lot, alors qu'aujourd'hui, on devrait passer de 11 tonnes à 2 tonnes. On voit que le mouvement au niveau du numérique est en train plutôt d'exploser. Attention, je relativise quand même, le numérique permet de faire évidemment des économies. Donc, c'est le périmètre est assez difficile à déterminer. Je pense que Caroline, qui est juste derrière moi, pourra encore mieux vous le dire que moi. Mais voilà, le numérique, si on le périmètre a ses impacts, évidemment, c'est lourd, mais si on l'élargit avec ses opportunités, ses externalités, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Mais je reviens sur mon nouveau monde, donc un monde colonisé, avec beaucoup de voies de communication, des nouveaux dieux, comme dans toute nouvelle colonie, nouveau pays, on se crée des dieux. Alors nous, on a créé des dieux qui s'appellent GAFAM, qui s'appellent Natu, et puis à l'autre bout du monde, on a créé des dieux qui s'appellent Batix, par exemple. Et aujourd'hui, voilà, on est véritablement sur deux cosmogonies, on crée deux mondes différents, et on se raconte des histoires. Et évidemment, pour raconter des histoires, on a besoin de nouveaux gourous, on a besoin de nouveaux prêtres, de nouveaux messies. Pas le footballeur, hein, le messie. On est aujourd'hui dans à peu près les 2/3 des hommes les plus riches du monde, à part une femme, mais c'est les hommes les plus riches du monde. On est à peu près sur les 2/3 d'entreprises de la tech, alors des hommes blancs, la quarantaine, cinquantaine, etc. Truc très, très standard et classique. Et qui, aujourd'hui, comme je vous disais, représente à peu près pour 2/3 de la tech. Juste parce que je trouve ça rigolo, on a du mal à s'imaginer ce qu'est la fortune de ces gens-là. Juste pour info, Jeff Bezos, en novembre 2020, depuis ça varie, ça fluctue, hein, mais en novembre 2020, sa fortune, ça correspondait à une épargne de 11 000 $ par heure depuis le 1er janvier de l'an 1 minuit. Depuis le 1er janvier de l'an 1 minuit, vous mettez 11 000 $ par heure. Donc l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, l'époque médiévale, la Renaissance, tout ça. Toutes les heures, vous mettez 11 000 $ sur un compte en banque. Et en novembre 2020, vous arrivez à la fortune de Jeff Bezos. Pas mal. Alors, nouveau dieu, nouveau prêtre, évidemment, nouvelle liturgie. On est aujourd'hui sur des messes qui sont des messes Zoom, des messes Netflix, des messes LinkedIn, des messes Tinder, des messes, etc., avec des chiffres évidemment hallucinants, sachant que tout ça, alors ça, c'est pas des chiffres scientifiques, hein, ce sont des chiffres de data visualisation d'influenceurs ou de journalistes, mais on voit quand même que tout ça, c'est pas des ou, tout ça, ce sont des et. Et forcément, derrière, il faut évidemment des infrastructures qui sont on ne peut plus réelles pour faire tourner tout ça. On a déjà évoqué la notion des dizaines de milliers de câbles de fibre optique, et il faut évidemment des data centers, des gros méchants data centers, mais il faut aussi et surtout des dizaines et des dizaines de millions, voire de milliards d'équipements terminaux, box, ordinateurs. Aujourd'hui, on est à peu près en France entre 10 et 15 équipements connectés chez soi. Faites le test, hein, regardez votre bureau, vous avez votre box, votre ordi, un double écran, un téléphone, peut-être deux, une montre connectée. Derrière vous, vous avez la télé connectée, vous avez le Thermomix connecté, le frigo connecté, vous avez votre chaussure connectée, vous avez vos chats connectés. Bref, vous avez aujourd'hui effectivement des dizaines d'équipements connectés. Et à chaque fois, ce sont des dizaines de capteurs, des dizaines de connexions, des dizaines de puces et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et tout ça, effectivement, a un impact non négligeable parce que de même,
Demain, on s'oriente vers un univers connecté. On le sait tous, on le vit tous au quotidien. On a demain des voitures connectées, dont, en fonction de qui dit, on a effectivement des impacts environnementaux assez importants. Ce n'est pas au CNRS que je vais apprendre ce qu'est l'effet rebond. Hein. Vous avez l'Eco-Info a particulièrement bien travaillé sur cette thématique-là. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, à part le fait que demain sera connecté. Ça, c'est à peu près une certitude. Est-ce qu'on sera connecté low-tech? Est-ce qu'on sera connecté high-tech? Est-ce qu'on sera connecté n'importe comment? Ou est-ce qu'on aura l'intelligence de se connecter en wise tech, de faire de la tech intelligente, de la tech adaptée à ses besoins? Ça, c'est à nous aussi de participer à écrire cette page-là. Parce qu'évidemment, demain, les objets seront connectés, mais ils seront aussi intelligents, l'intelligence artificielle. Alors, ça ne sert à rien de s'énerver à monter sur la table et en disant on veut de la 5G ou on ne veut pas de la 5G. De toute façon, le débat est déjà clos puisque dans quelques années, la 6G va apparaître. Donc, juste pour info, et là, je fais une parenthèse parce que c'est juste un avis personnel, je pense qu'on est en train de vivre aujourd'hui ce qu'on a vécu avec la 3G à l'époque où on était en 2G, c'est-à-dire qu'on était en 2G et on nous a vendu la 3G comme absolument fantastique, etc. Ça allait changer le monde. Et honnêtement, il a fallu attendre la 4G pour que vraiment ça change. Je pense qu'on est en train de vivre la même chose. On a une 4G qui fonctionne. On nous annonce la 5G comme étant changer le monde, à changer le monde. Je ne pense pas que la 5G va changer le monde. Je pense que la 6G potentiellement pourra le changer. Autant la 5G sera des fois utile dans des zones ultra denses comme, j'en sais rien moi, les Champs-Élysées, ou alors des zones ultra connectées comme des ports, des zones portuaires. Ok, très bien, la 5G peut être utile. Clairement, je ne suis pas sûr à une époque dans un pays où encore toutes les zones ne sont pas en 3G, je ne suis pas sûr que la 5G va changer. Mais la 6G, sûrement. Donc au final, tout ça c'était un petit peu disparate. Maintenant, si on agrège ça en bilan du numérique, et il me reste 5 minutes, c'est parfait. En bilan du numérique, on se rend compte finalement que parmi les 3/3 du numérique dont j'ai parlé, data center, réseau et équipement, toutes les études tentent à montrer qu'en fait, c'est l'effet de masse qui fait les impacts, et donc c'est nous, pauvres petits utilisateurs, qui avons la responsabilité majeure des impacts du numérique à plus de 60%, plus des 2/3, de par la multiplication des équipements. Vous en faites pas pour les data centers, ils sont super bien gérés. On a en France des super chercheurs qui travaillent sur des data centers responsables. Aujourd'hui, les data centers de demain, à mon avis, vont tous être immergés. Ça va permettre de stabiliser un peu comme une bonne bouteille de Bordeaux. Ça va permettre de stabiliser la température. On va garder les équipements beaucoup plus longtemps. Il y a de très, très belles réussites françaises sur des data centers avec des PUE qui sont vraiment très proches de 1.0 quelque chose, avec des technologies de pointe, avec des opérateurs de pointe et des chercheurs de pointe. Donc le data center, effectivement, ça répond à des besoins, mais c'est super bien géré. Les réseaux, l'ARCEP et les opérateurs sont aussi loin d'être idiots, c'est-à-dire que s'ils sont capables de faire du 0 data, 0 watt, ils seront les premiers ravis. Donc là encore, ça va vraiment être quelque chose qui ne va pas tarder à arriver. L'ARCEP est en train de mettre beaucoup la pression là-dessus. Par contre, nous, c'est open bar. On change, on remplace, on garde, on duplique, on triplique, on quadruplique. Bref, c'est un petit peu open bar. Donc ça, c'est nous. Au niveau macroscopique, au niveau du monde, on est sur un impact environnemental du numérique, le fameux chiffre qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde connaît. Allez, 5, 6, 8% de l'énergie, de la consommation d'électricité, 4%, 5% des émissions de gaz à effet de serre, plus que l'aviation civile en année normale, avec une augmentation de 8 et 10% par an. Donc, on voit qu'on est sur une tendance qui est quand même assez inquiétante. Et de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure en vous disant « Ok, ça c'est global, mais moi là-dedans, honnêtement, j'y suis pour rien », bah si. Dès 2015-2016, l'ADEME avait déjà commencé à communiquer ce genre d'informations où, oui, mes achats et mes usages Internet avaient un impact environnemental plus important que ma consommation de viande, par exemple. Alors, juste pour info, juste pour petit rappel, hein, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le numérique. Je suis ravi, je trouve que c'est génial ici, mais je vais continuer. Je suis pas du tout en dissonance cognitive, enfin, je suis pas trop en dissonance cognitive. Mais l'idée, c'est de dire que le numérique, en fait, c'est pas parce que vous allez moins consommer de viande et de poisson que vous allez plus vous habiller, par exemple. Donc, il n'y a pas de transfert d'une case à l'autre. Le numérique, oui.
le numérique, c'est parce que j'utilise moins ma voiture ou j'utilise moins l'avion que j'utilise plus le numérique. Donc là, le numérique est un petit peu à part, c'est-à-dire qu'il est systémique. Donc, il est, on va dire la porosité de la frontière achat et usage Internet et nouvelles technologies est capable d'aller émarger à dans d'autres critères. Pas sur celui peut-être de la viande et du poisson, mais l'habillement, pourquoi pas, avec la possibilité beaucoup plus facilement d'acheter des vêtements de seconde main, par exemple, etc. Donc ça, c'était moi. Donc juste avant, vous aviez globalement l'impact. Alors, la répartition, l'impact global, l'impact individuel. Donc, OK, mais qu'est-ce que ça représente? Alors, juste là encore, quelques infos pour vous donner quelques idées. 1 heure de vidéo Netflix, c'est 1 km en voiture, grosso merdo. Ça vous permet de positionner le fait de dire « Ah oui, mais on ne regarde pas Netflix parce que ça pollue. » Si vous faites 40 km pour aller au cinéma, bon, ben, voilà. C'est pas juste au niveau des émissions de gaz à effet de serre, du monocritère avec tout ce que ça implique derrière. Ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Un jean, c'est 25 kg, 1 heure de vidéo par jour, c'est 48, un smartphone, c'est 80, un ordinateur, c'est 400, 500 en fonction des chiffres. Donc voilà un petit peu pour repositionner l'impact du numérique de façon plus macroscopique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on essaye de faire converger les deux, on essaye de faire du numérique responsable, donc on essaye de faire converger les urgences climatiques et sociales avec les transitions numériques. Et pour ça, le numérique responsable, ce n'est pas que des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas que réduire l'environnement, c'est vraiment avoir une approche systémique en se disant que le numérique responsable, c'est faire du Green IT et du IT for Green. Réduire les impacts environnementaux du numérique et utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux. Faire pareil pour le social, travailler sur le côté éthique. Et puis après, parce que le numérique est juste génialissime, s'en servir aussi pour faire évoluer les mentalités, créer de l'innovation, permettre à toutes nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, de se retrouver autour de cette même table virtuelle dans 5 ou 10 ans, en se disant qu'on a contribué à la solution. Quelques éléments clés à avoir en tête. Ça, c'est plutôt, on va dire, effet Nutella, c'est de l'expérience qui fait la différence. Globalement, la première des choses, c'est quand même de comprendre les problématiques et juste après, de les mesurer. Et là, en tant que chercheur, on a un vrai rôle à jouer en partageant et en faisant connaître l'ensemble de toutes les mesures parce qu'on n'agit que sur ce qu'on mesure. Donc, la mesure est avant l'action au niveau décisionnel, au niveau politique, au niveau stratégique, elle est aussi fondamentale. Donc, comprendre, mesurer, décider. Et après, on aborde un truc qui est beaucoup plus opérationnel et qui est l'évitement, la réduction et la compensation. Au niveau matériel, travailler sur les 5 R, refuser l'achat, réduire ses besoins, réutiliser ce qui peut l'être, réparer, recycler. Et au niveau serviciel, faire des services utiles, utilisables et utilisés. De nombreuses opportunités à faire du numérique responsable. Globalement, ça coche toutes les cases. Réduction des impacts environnementaux, réduction des impacts sociaux, inclusion sociale, innovation, affichage objectif, meilleure communication, meilleure mobilisation des parties prenantes internes et externes. C'est un des seuls sujets qui est capable de mélanger et de mettre sur un même pied d'égalité, entre guillemets, la DSI, les achats, la cellule hygiène et sécurité, la formation. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très large sur lequel on peut mettre beaucoup d'acteurs. Et pour une fois, la DSI n'est pas pointée du doigt comme celui qui est dans sa tour d'ivoire, mais elle est impliquée véritablement au cœur de tout cet écosystème. Évidemment, des indicateurs à partager, et là, on a aussi un rôle à jouer en tant que chercheur, c'est-à-dire qu'on doit proposer des solutions qui se basent sur des indicateurs clairs et cohérents et compréhensibles par tout le monde. Si je vous dis qu'en tant qu'indicateur, on doit trouver des kilos équivalents antimoine pour parler de l'effondrement de la biodiversité, je ne suis pas sûr que ça fasse avancer beaucoup le débat. Donc, ce sera à nous, en plus d'être capable de faire de la vraie vulgarisation scientifique dans l'acception la plus noble du terme, pour permettre à nos organisations, pour permettre vraiment à nous-mêmes, organismes de recherche ou d'enseignement, déjà de montrer l'exemple, parce que honnêtement, si on dit qu'il faut faire des choses et qu'à côté de ça, on continue à avoir l'impact environnemental que nos labos ont, ça pose question.
Et puis, on est aussi obligé aujourd'hui d'agir et d'aider les pouvoirs publics à s'approprier le débat, à s'approprier les sujets et à avancer sur ces mêmes sujets. Donc, là-dessus, typiquement, moi je suis en relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour orienter les politiques publiques autour de la notion de numérique responsable. Et je pourrais répondre à la question tout à l'heure, Daniel, mais en fait, ce n'est pas les jeunes qui sont les plus impactants. Quand on sait qu'ils sont OK, ils utilisent beaucoup Netflix ou ils utilisent beaucoup les vidéos, mais qui sont tous sur back market à utiliser du matériel d'occasion et à le garder très longtemps avec des écrans fissurés parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'est pas, voilà, ça s'équilibre. Hein. Réfléchissons-nous tous collectivement à nos équipements, à nos déplacements, et puis on verra que ça s'équilibre en fait. Donc, typiquement, pourquoi est-ce qu'il va falloir y aller, nous, chercheurs, nous, organisations publiques ou privées? Déjà, c'est pour former nos jeunes. Et puis, c'est parce qu'aujourd'hui, tout notre écosystème, qu'il soit, entre guillemets, au-dessus ou au-dessous, ils nous mettent une pression de dingue pour aller vers un numérique responsable. Donc, on a des articles de loi qui va sortir, là, l'article de loi sur la proposition de loi sénatoriale qui est aujourd'hui en ce moment à l'Assemblée. On est à sensibilisation sur l'enseignement supérieur et sensibilisation dans l'enseignement supérieur et la recherche, l'obligation de former des ingénieurs à la sobriété numérique, création d'un observatoire, consigne à l'achat, réduction de la TVA ou pas, obligation d'éco-conception, collectivité, etc. Donc là, on est vraiment dans un mouvement qui nous entoure. État, collectivité, entreprise, jeunesse, citoyens, convention citoyenne, débat sur la 5G, etc. On est au cœur de cet écosystème-là. Donc, il faut y aller. On n'a plus le choix, sinon on va louper ce que les collectivités et l'État attendent de nous. Alors, quelques actions, effectivement, et je finirai par ça, déjà pour s'auto-former et pour avancer. Voilà, on a des chartes, on a des labels, on a une formation, on a des guides de bonnes pratiques et on a tout un écosystème aujourd'hui qui est peut-être pas parfait, mais qui est en train de se structurer. La France était largement en tête sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il est en train d'être approprié par d'autres pays, d'autres cultures pour des enjeux business beaucoup moins éthiques que les nôtres. Donc, il ne faut pas laisser passer cette opportunité de continuer à faire en sorte d'avoir un numérique responsable et de le faire rayonner très, très haut pour faire briller notre État. Et nos valeurs, parce que je pense qu'ils le méritent. Donc évidemment, le numérique, c'est loin d'être que du bien ou que du mal. C'est un mélange subtil des deux, et quand on utilise le numérique pour améliorer la société, on doit le faire en n'ignorant pas ses impacts négatifs. Voilà, ça conclut ma présentation. Ouais, j'ai un petit peu traîné, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Vincent. Oui, alors il y a pas mal de questions déjà dans la section questions-réponses. Je ne sais pas si tu les vois, sinon je propose de les lire, d'accord, dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Je ne sais pas si tu les vois. Donc la première de Maxime, les objets type Fairphone sont-ils une bonne solution pour réduire l'impact des objets connectés en fabrication, fonctionnement et recyclage? Alors, Fairphone, c'est un bon modèle, ça prouve que c'est possible. On ne peut pas le passer à l'échelle et ce n'est pas un téléphone bio. Hein. C'est vraiment pas un téléphone bio. Donc, entre un iPhone recyclé, reconditionné et un Fairphone, celui qui impacte le moins la planète, c'est l'iPhone reconditionné. Parce qu'on continue sa vie et ce n'est pas nous qui sommes responsables de nos achats. Donc, par contre, l'avantage de Fairphone, c'est que ça montre qu'un nouveau modèle est possible. Ça montre qu'on peut faire des téléphones réparables. Voilà. Donc, tout ça, c'est plutôt une espèce de POC qui dure dans le temps et qui montre que c'est faisable. Donc, voilà. Ok. Alors, autre question. Où en est-on du recyclage? Ah, mais ça n'arrête pas de bouger. Bon. Bref. Où en est-on du recyclage du réemploi des systèmes numériques? Question de Célestin Info. On est très très mauvais. Alors en France, on est déjà loin d'être les pires, mais on n'est vraiment pas bon parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour être récupéré. Le taux de recyclage, de plus de la moitié ou des 2/3 des équipements qui composent des minéraux qui composent les équipements sont aujourd'hui tout simplement pas récupérables.
Oui. Donc, il y aurait des emplois non délocalisables, il y aurait de la recherche à faire, il y aurait de la nouvelle chimie à faire. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas rentable. C'est toujours plus rentable d'aller, pour des grosses entreprises, d'aller creuser, de faire des trous dans la planète, très loin des yeux, loin du cœur de chez nous. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si la France entière se mettait à faire ça, à vouloir faire ça, on serait quand même peanuts par rapport à des Samsung, Huawei, Oppo, Apple et d'autres. Donc voilà, tant que globalement, il n'y aura pas un consensus mondial pour dire il faut aller vers ça, ce n'est pas parce que la France aura décidé d'être exemplaire qu'on pourra changer le cours de l'histoire. Ok, alors, merci. Autre question, est-ce qu'il y a des actions pour promouvoir le design des SOC responsables? Eh bien ça, je pense que c'est une magnifique table ronde ou organisation où j'étais à lancer. J'aurais pas la, on va dire je sais pas à moi de vous le dire, c'est vous les spécialistes des SOC. Je pense qu'il y a moyen, mais il y a moyen à la fois dans les usages et la moyen dans les techs. Mais moi, honnêtement, voilà, ravi de pouvoir vous accompagner sur le sujet, mais c'est une très très bonne question à poser pour l'organisation, enfin pour votre structuration interne dans les années à venir. Ça, c'est dans les mois à venir. C'est même une évidence. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je préfère pas. C'est un chantier à lancer ouais. avec de nombreuses personnes autour de la table, effectivement. Sébastien Pilman pose la question. Du coup, une solution passe par la sociologie plutôt si la solution efficace passe par une modification des usages? Oui, tout ça, en fait, ça doit être abordé en même temps. C'est-à-dire que la loi doit nous aider, on doit changer nos comportements. La sociologie doit nous accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, la reconnaissance sociale passait par la voiture. Cette notion, elle a été battue en brèche. Alors, elle passait par le tabac, elle passait par la voiture. Donc, on était classe si on fumait. Après, on était classe si on avait la nouvelle Merco. Et puis aujourd'hui, on est classe si on a le dernier iPhone ou si on a l'ordinateur le plus fin ou si on a la montre connectée. Donc voilà, il faut aussi effectivement avoir un vrai travail de sociologie pour dire, bon ben voilà, tout ça, ça a des impacts et finalement, ben, la low-tech, la no-tech, la wise-tech, le téléphone à clapet qui a 6 ans, ben, c'est peut-être ça qui doit être valorisé socialement aujourd'hui dans nos sociétés plutôt que le dernier téléphone ou le dernier voyage. Donc oui, le social a son rôle à jouer, comme l'État, comme les entreprises, comme le business, comme les achats, jusqu'au reconditionné, mais je suis tout à fait d'accord que le social ne doit pas être oublié, parce que si on parle des jeunes avec les groupes sociologiques des jeunes sur les réseaux sociaux, par exemple, évidemment, ça ne peut pas se faire sans une approche sociale de la problématique. Merci. Alors, je vais lire encore les questions. Donc, nous vivons dans un monde que l'anti-science grandit énormément. Cela a des forts impacts sur l'environnement. Quel est le rôle du chercheur pour changer cela? Et pour vous, est-ce que seulement les chercheurs peuvent changer cette tendance? Non, oui. Alors, les chercheurs, ce n'est pas que à eux de changer la tendance, hein, c'est clairement aussi aux médias d'arrêter de faire intervenir n'importe qui, voilà. Mais c'est aussi un rôle très important que de considérer qu'il est aussi important de publier dans une revue qu'un bon H-Factor, que de publier dans une tribune ou dans une revue grand public. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on est aussi nous-mêmes les premiers à être embarqués dans un écosystème qui nous pousse à publier dans des revues qui sont lus 4 fois et puis après on est content parce que le H-index est fort, plutôt que d'être publié dans des revues qui sont accessibles à tout le monde. Donc voilà, on a cette responsabilité-là, mais loin de moi surtout l'idée de dire que c'est à nous de tout changer, mais c'est vraiment d'aller au fait de la science, de communiquer et puis d'être fier, de vulgariser, et surtout de ne pas considérer la vulgarisation scientifique comme un gros mot. Et puis peut-être même de mieux la reconnaître au niveau de nos carrières. Alors, je vais prendre une dernière question qui intéressera beaucoup les enseignants-chercheurs et les gens qui sont impliqués dans les formations par la recherche. Comment aborder ce thème dans la formation ingénieur et master? Alors ça, c'est une très bonne question. Aussi, on est aujourd'hui en train de travailler avec la filière informatique nantaise. On est en train de créer un groupe de travail au niveau de l'Institut du numérique responsable avec l'Université de La Rochelle pour créer des cursus, des syllabus, donc des catalogues de syllabus du numérique responsable, parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est aussi la création du consensus. Donc, plus on sera nombreux à travailler ensemble en tant que spécialistes de la pédagogie et de la recherche, à dire, bon, ben, il y a
un chemin pour monter en compétence avec ça comme input, ça comme output, et puis sur le SOC responsable, le SOC sustainable, voilà les 3 jours de formation, voilà l'organisation, les inputs, les outputs, les compétences, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à améliorer, mais moi je suis persuadé, et c'est ce qu'on va faire au niveau de l'INR et de l'Université de La Rochelle, la création public d'un catalogue de syllabus pour que tous les chercheurs puissent se l'approprier, parce que la liberté pédagogique, elle est fondamentale, mais par contre, le contenu, lui, peut être partagé, peut être le fruit d'un consensus. Ça, on est clairement persuadé de l'intérêt. En plus, après, la loi oblige à effectivement mettre ça dans les formations. Et la COP2 étudiante est un vrai mouvement étudiant pour dire, nous, on veut aussi ça dans nos formations. Donc là, ce qui va être le plus intéressant, ça va être d'arriver à s'auto-convaincre que les spécialités qu'on fait dans nos formations, parce que je suis tout à fait conscient qu'on a de moins en moins d'heures de cours et que donc on doit mettre de la spécialité, parce que c'est fondamental, parce que les étudiants, ils sont là pour la spécialité, on doit aussi trouver un moyen de mettre à disposition des ressources pédagogiques, de les accompagner et de les rendre obligatoires pour aborder ces sujets-là. Donc évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue, on n'a pas d'heure, donc on supprime les matières périphériques pour se concentrer sur la spécialité. Et voilà, c'est très compliqué, mais voilà, le fait de faire des MOOC, de mettre à disposition, de mettre ça en asynchrone, de faire alors, excusez-moi, je m'étais promis de ne pas utiliser ce mot-là, de faire de l'innovation pédagogique, tellement c'est creux et vide et que c'est surtout le bon moyen de botter en touche quand on n'a pas d'autres idées. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de l'innovation pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir ces notions-là. Comme je vous ai mis dans le MOOC, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me faire financer par des entreprises privées la création d'un MOOC. Et voilà, si vous avez des idées de création de MOOC, voilà, on peut tous se mettre ensemble pour aller voir l'État, pour aller voir les appels à projets, pour aller voir Fun, pour aller voir plein de gens qui ont encore un peu d'argent pour faire financer ce genre de cours communs et partagés, justement pour améliorer la connaissance de tout le monde. Merci Vincent, je pense qu'on va s'arrêter là, c'était très intéressant pour pouvoir laisser la main au suivant. Donc je passe la main à Abdoulaye, merci encore Vincent. Avec plaisir. Merci Abdoulaye pour la prochaine présentation. Merci Nathalie, merci à Vincent pour cette